Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Hélène Colomb, c'est LA traductrice de Philippe Cadic, qui vient d'achever la nouvelle traduction d'Ubik, parue aux éditions J'ai lu, dans la collection Nouveau Millénaire. Hélène Colomb est avant tout une grande lectrice qui porte haut les couleurs de la science-fiction, avec l'imagination comme horizon. Embarquement immédiat pour un cours magistral de SF. Bonjour Hélène Colomb. Pourquoi vous êtes-vous autant intéressée à Philippe Cadic ? À l'époque, j'avais 12 ans, quand j'ai commencé, 11-12 ans. Ouais. Peut-être 10 ans. J'habitais dans un coin perdu de la côte sud des Landes. Et le village lui-même, à l'époque, n'avait pas de bibliothèque, mais il y avait la bibliothèque de la petite ville d'à côté. Puis ensuite, la grande ville d'à côté, quand j'ai eu fait le tour de la bibliothèque. Et je sais pas, je suis tombée par hasard sur un roman de science-fiction qui m'a... Je me rappelle plus lequel c'était, mais il y a plusieurs candidats possibles. Je pense que c'était un classique, quoi, genre Cristal qui songe de Sturgeon, quelque chose comme ça. Okay. Et je suis tombée dedans comme ça. J'ai dévoré tout le rayon et j'ai eu de la chance. Il y avait du Philippe Cadic dans le rayon. Donc après, quand j'ai fait le tour, j'ai demandé à mes parents de m'offrir la suite. Ouais. Et comme mes parents étaient eux-mêmes lecteurs, il y avait beaucoup de livres chez nous, ils m'ont offert les livres que je voulais. Oui. Puis ensuite, il y avait donc la bibliothèque de la ville la plus proche, c'est Bayonne-Biarritz, Anglette. Okay. C'est une sorte de je sais pas comment on dit là exactement. Entité triple. Et là, il y avait de quoi faire avec la bibliothèque. Il y avait aussi le collège un peu, le lycée. On s'échangeait des livres. Je pense que le livre, à cette époque antédiluvienne, n'avait pas la même place qu'aujourd'hui dans la société, en fait. C'est-à-dire je pense que le livre était seul sur son créneau, quoi. La fiction, il n'y avait pas les images comme aujourd'hui, qui occupent la plupart, la majorité de l'espace. Donc le livre était le seul support de fiction, et quand on avait comme moi besoin de s'évader, on se plongeait dans des livres. La science-fiction, c'est quoi ? C'est l'anticipation ? C'est une littérature de la politique, justement, une littérature politique qui avertit, qui prévient, qui préfigure, qui met en scène, qui met en scène c'est une littérature d'idées, qui met en scène les idées avec des personnages, des contextes qui sont parfois éloignés dans le temps pour pouvoir inventer tout ce qu'on veut sans se soucier de vraisemblance, pas trop, ou parfois situés pas très loin dans l'avenir pour justement faire le plus possible de liens avec le présent et exposer ses propos de manière très incarnée, quoi, très circonstanciée. Mais il y a toutes sortes de SF, il y en a qui se préoccupent pas de... Il y a de la SF qui se préoccupe... Non, la SF n'est pas toujours sociologique ou politique. Elle est parfois très technoïde, scientifique, technologique, et c'est tout aussi passionnant. Et parfois, je sais pas, anthropologique. Je pense à Ursula Le Guin, par exemple. Oui. Tout en restant de la fiction, des histoires. J'ai pensé d'ailleurs à certaines œuvres de SF qui avaient mis en scène une Russie future, comme Le Printemps russe de Norman Spinrad, par exemple. Cette vision future ne correspond pas à ce que nous assistons en ce moment. C'est dommage. Ça correspond à quoi ? Je ne l'ai pas lu. C'est une vision pacifiste. Donc,
Ça me fait toujours sourire de lire ou d'entendre que la science-fiction prédit l'avenir. C'est presque toujours faux. En fait, la science-fiction ne prédit pas l'avenir, et c'est pas son propos d'ailleurs. Et quand elle s'y hasarde, elle se trompe. Comme tous les gens qui essaient de prédire l'avenir, on se plante à chaque fois. Si on prend un exemple que pas mal de gens connaissent, qui est Alain Damasio, on le range dans l'ASF, lui-même se range dans l'ASF sans faire d'histoire, mais ce dont il parle, c'est du présent. Ouais. Il anticipe un peu, bon, il fait son travail d'écrivain de l'imaginaire, mais ce dont il parle, c'est à portée de main. Et même l'ASF des années 50 ou 60, même Philippe Cadic et même Ubik parlent d'une société de surveillance permanente. Oui, bien sûr. Mais ils parlent des craintes qu'ils avaient à l'époque, et les craintes qu'on éprouve, c'est pas l'avenir lointain qui nous les inspire, c'est le présent. Oui, bien sûr. Ou l'avenir proche, disons. Il y en a qui extrapolaient un peu, mais ce qu'on appelle plutôt de l'anticipation, plutôt que de l'ASF. Il y a toute une branche de l'ASF qui mérite pas ce nom. Ouais. Il y a plein de genres différents, et celle qui est la plus politisée, comme vous disiez tout à l'heure, se range dans l'extrapolation, à mon avis, plutôt dans l'anticipation. Mais vous parliez de fondation, mais fondation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une transposition de l'histoire de l'Empire romain par Gibbon? C'est ça. Quel est votre rapport à la lecture? J'ai tellement lu en français jusqu'à l'âge de 25 ans que je me suis constitué quand même un bon fond. La grande majorité des auteurs qui sont chroniqués dans les pages littéraires du Monde, de Libé, de l'Obs, tout ça, Télérama, c'est toujours des auteurs français qui parlent de leur nombril, leur vie, leurs parents, leurs enfants, leur enfance. Bon, voilà, moi j'ai jamais aimé ça. Et je trouve que les Américains, les Britanniques aussi, parlent plus facilement, inventent plus facilement des histoires. Quel est votre rapport à la traduction? Mes parents m'ont envoyé en Angleterre tous les ans. D'accord. L'été. Okay. J'ai appris par goût, à cause des paroles de rock et de la pop que j'écoutais. Voilà, par intérêt, je sais pas pourquoi ça m'intéressait. C'est la seule matière dans laquelle je donnais à peu près des bons résultats à l'école. J'ai eu 18 au bac. J'aimais l'univers anglo-saxon. D'accord. Et donc j'ai fait des études de langue et civilisation des pays anglo-saxons, ça s'appelait comme ça, que j'ai commencé dans le sud de la France et que j'ai fini à la Sorbonne. Et j'avais déjà envie de devenir traductrice, mais que je ne connaissais personne. On me disait, mais qu'est-ce que tu crois? Pour qui tu te prends? Moi, je pensais que c'était possible en allant voir les gens directement. C'est ce que j'ai fait, mais par l'intermédiaire de Philippe Cadic, parce que je faisais une thèse à l'époque. Déjà, oui. Et dans le cadre de cette thèse, des travaux préparatoires en tout cas, je suis allée voir les éditeurs de Philippe Cadic en France, à l'époque. Il y en a plusieurs qui sont disparus maintenant, d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de tomber sur un de ces éditeurs qui avait donc pas mal de Philippe Cadic à son catalogue, qui m'a dit oui, j'ai plein de choses à dire sur Philippe Cadic, mais vous voudriez pas faire de la traduction? J'ai un problème en ce moment, il me manque un traducteur. Bon. Chance. Le coup de chance, mais incroyable. C'est comme ça que j'ai commencé, mais en même temps, je me dis que... Vous l'auriez fait quoi qu'il arrive? Vous auriez essayé? Je me dis que c'était une période où il était plus facile de devenir traducteur, déjà, parce que il y avait... je pense qu'il y avait moins de monde sur le marché. Et aussi, il y avait des éditeurs qui accordaient de l'importance aux études de langue, aux études universitaires. Maintenant, je crois pas qu'on demande aux traducteurs d'avoir fait des études. Je pense pas qu'on les embauche sur leur CV, quoi. Moi, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais tu fais ci, tu as fait ça, m'intéresse. » Voilà. Et c'est comme ça que Mais j'ai pas commencé par Philippe Cadic, mais c'est arrivé assez vite quand même, au bout de 3-4 ans. Jacques Chambon de Noël, Présence du futur.
qui lançait d'ailleurs une collection grand format qui s'appelait Présence, a entrepris de dépoussiérer toutes les nouvelles de Philippe Cadic. Et il me les a confiées. Les nouvelles de Philippe Cadic existaient éparpillées. Et donc Jacques Chambon a décidé de les regrouper et en même temps de refaire réviser les traductions. Pourquoi cette nouvelle traduction d'Ubik ? Les traductions doivent être refaites périodiquement. C'est pour ça d'ailleurs que Nouveau Millénaire a refait Ubik et tous les autres romans de Philippe Cadic sont tous réédités. Alors dans le cas d'Ubik, la traduction a été entièrement refaite. Pour les autres romans, elle a été révisée. Mais Ubik, je pense, la traduction d'Ubik était très marquée par son époque. Elle était datée. Et il y a des choix qui ont été faits aussi par le traducteur de l'époque, qui sont personnels et qui ne sont pas les miens. Donc voilà, moi j'en ai fait d'autres. Mais c'est des choix qui sont très respectueux du texte original, quand même. C'est un regard masculin. C'était aussi traduit par une femme, par un homme, Sacha. Alors ça, Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'un traducteur ou une traductrice doit respecter cette devise que m'avait donnée Jacques Chambon, d'ailleurs, donc chez De Noël. À l'époque, c'était « il faut être fidèle et élégant ». Alors, élégant, après, ça dépend de la culture personnelle du traducteur, ça dépend de sa maîtrise de la fluidité du français. Bon, mais fidèle, c'est absolument impératif, quoi. Mais ça ne veut pas dire d'être fidèle à la lettre. Après, il y a eu, de nos jours, le concept de fidélité n'est pas le même qu'à l'époque, où Ubik a été traduit, c'était en 1968, je crois, quelque chose comme ça, ou 9, en français, peut-être 69. Je crois pas qu'on avait la même exigence de fidélité par rapport au texte. La preuve en est que ce traducteur, Alain Dorémieux, qui est décédé depuis, a aussi traduit certaines nouvelles de Philippe Cadic, dont une très connue qui s'appelle Le Père Truquet, et il a quand même changé la fin. Donc c'est des trucs qu'on ne peut plus faire depuis longtemps maintenant en France. Ouais. Mais il y avait une sorte de latitude comme ça, peut-être parce que c'était un genre qui était moins considéré qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je peux pas me mettre dans la tête de quelqu'un de 1968, je sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence entre les traductions, après c'est, je pense, la plume. Il y a pourtant tout un tas d'innovations, d'inventions technologiques de Philippe Cadic des années 60 qui sont complètement désuètes, qui ne sont pas advenues dans notre présent à nous, qui sont en fait je pense qu'on peut le dire dans Ubik, c'est des gadgets, c'est des prétextes, c'est pas le fond de l'histoire, c'est pas le but, quoi. Donc oui, le futurisme des années 60 est assez difficile à traduire parce que comment entre Lexi, les précogs, non, il y a pas que ça. Non, ça fait partie du lexique de l'ASF. Ouais. Ça, tout le monde, tout lecteur de SF est familier, je pense, de ces mots. Mais non, c'est les machines qu'il a inventées, qui sont quand même à base de cartes perforées encore. Ça, j'allais tout de même pas le mettre à jour, quoi. Non, ça, je l'ai gardé tel que c'est. Dans Ubik, c'est angoissant tout de même. Les portes dans lesquelles on doit insérer des pièces pour pouvoir sortir, les personnes qui sont en semi-vie, pouvez-vous nous en parler ? Il y a des gens, à notre époque même, aux États-Unis, qui se font cryogéniser. Alors évidemment, ils ne sont pas en semi-vie. Ils sont en animation suspendue, on pourrait dire, mais il suffit de pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin et d'imaginer qu'on peut encore communiquer avec eux dans leur semi-vie. Mais est-ce que cette semi-vie, est-ce que ces gens sont encore des êtres humains ? Est-ce qu'ils pensent encore comme nous ? Est-ce qu'ils sont comme nous, alors que théoriquement ils sont morts avec une partie du cerveau qui reste joignable ? Et on se rend compte dans Ubik que les gens qui sont dans cet état de cryo, là, en cryo, ils changent. Ils changent, bien sûr. Et selon leur emplacement, des gens placés en semi-vie, comment dire, partagent leur... Ils réseautent. Voilà. Ouais, ils se mettent en réseau. Et ouais, ça fout la trouille quand même. Hein. Moi, je trouve qu'Ubik est un roman très sombre, qui, par moments, est très inquiétant, peut mettre un peu des frissons.
Et ce qui fait, je crois, son succès, finalement, ce qui fait qu'il est parvenu jusqu'à nos jours et qu'il est peut-être le roman le plus connu de Dick, à part Le Maître du Château, parce qu'il y a eu la série télé. Ce qui fait ce côté durable, je crois que c'est qu'en plus de faire peur, en plus d'être très sombre et très inquiétant, il est drôle. Il y a plein de trucs très drôles. Ouais. La porte et la cafetière payante et le dialogue avec Joe Chip, c'est à mourir de rire. Et il y a d'autres choses très drôles. Il y a Dick imagine donc des inertiels qui sont des antipsies, qui contrecarrent le pouvoir des gens qui, eux, sont dotés de télépathie, de pouvoir de télépathie. Il y a des individus qui sont capables de neutraliser ce pouvoir. Ça s'appelle des inertiels. Et quand il nous les présente au début du roman, parce qu'ils sont tous convoqués dans le bureau du patron, ils sont, ces freaks mélangés au cirque Pinder, quoi. Ils sont habillés de manière qui est décrite avec précision, avec des fringues incroyables, des couleurs pas possibles. Ils sont tous plus excentriques les uns que les autres, et tous dingues, tous complètement dingues. Et la description que Dick en fait, mais moi je trouve que c'est très très marrant. On est pour tout le monde, oui. Et moi je trouve que l'humour est une dimension qui existe dans toute l'œuvre de Dick, et qu'elle est peu souvent mentionnée finalement. Parfois c'est un humour noir, évidemment, grinçant, et parfois c'est de l'humour au sens, c'est plutôt de l'ironie, quoi. Oui, bien sûr. Au sens littéraire du terme, quoi. Et c'est un recul, c'est une distance qu'il prend par rapport à lui-même, par rapport à ses histoires, à ses idées, à ses propres idées. Tout est toujours distancié, rien n'est au premier degré chez Dick, en fait. Et c'est pour ça que c'est inépuisable et que c'est... Aujourd'hui, on en fait une espèce de grande figure tutélaire de la SF. Qui l'eût cru dans les années, même quand il est mort. J'en profite pour dire qu'il y a une biographie de Philippe K. Dick que j'ai traduite, qui sort en ce moment aussi en même temps que Kubrick, qui s'appelle Invasion divine au pluriel. Et si on veut se familiariser un peu avec la vie chaotique de Philippe K. Dick, c'est une bonne introduction. Oui. Parlons-en de cette biographie. Alors, elle a été écrite par un auteur américain qui s'appelle Lawrence Sutin, qui est un grand amoureux de Philippe K. Dick, quoi. Il connaît super bien sa vie et son œuvre. Oui. Il est arrivé trop tard, malheureusement, pour le rencontrer, parce que Dick est mort en 82 quand même. Oui. Mais il a fait une œuvre d'amour avec cette biographie. Il a vraiment essayé de ne pas occulter certains aspects de la vie de Dick. Il y en a qui sont pas brillants, et il y en a qui nous le rendent infiniment sympathique, quoi. Il a su vraiment restituer ce côté-là de la vie de Philippe K. Dick. Maintenant, c'est une biographie qui date, je pense, d'une vingtaine d'années déjà. Et peut-être aujourd'hui, si un auteur ou une autrice se lançait dans la même entreprise, l'accent serait peut-être mis davantage sur son attitude par rapport aux femmes, quoi. Voilà. Enfin, ces femmes, elles ont parlé, ces épouses successives, il y en a eu 5, elles ont parlé. Il n'y en a pas une qui a dit qu'il leur avait tapé dessus. Enfin, bon, elles sont toutes parties parce qu'il était impossible à vivre. Mais c'est un écrivain. Il avait des gros problèmes personnels, gros problèmes psychologiques. Elles sont parties parce qu'il était invivable. Ouais, bien sûr. Après... il y a des choses qui commencent à sortir sur d'autres auteurs, y compris de SF, des comportements déplacés en public, tout ça. Chez tout le monde. Mais personne n'a jamais dit ça de Dick, quoi. On a juste comme fait le fait que ses épouses les quittaient les unes après les autres. Et il y en a qui sont peu bavardes et il y en a qui sont assez bavardes sur le sujet. Il y en a même une qui a écrit une biographie de Dick. Vous avez... Il n'y a pas de... je ne me rappelle pas si elle est traduite ou pas, je crois pas. D'accord. Aucune de ces personnes, même ses enfants non plus, ne dénoncent des comportements violents, ou que ce soit verbalement ou physiquement. Hein.
Voilà. Mais une biographe ou un biographe d'aujourd'hui mettrait sans doute cet aspect davantage en avant. Hélène Colomb, c'est parti pour la lecture. Pour situer, dans Ubik, le monde régresse. Les choses régressent vers leurs formes antérieures. Et les gens aussi. Les gens sont affectés par ce processus de régression et malheureusement, pour certains, ce processus est fatal. Et il y a un personnage très important dans la première moitié du livre qui sent qu'il va être victime de ce processus de régression. Et il le sent venir et il a une vision. Et voilà la vision. Il prit soudain conscience d'une insidieuse sensation de froid qui s'infiltrait peu à peu en lui depuis un moment déjà. Il n'aurait su dire combien de temps. Et semblait l'explorer de l'intérieur, lui et tout ce qui l'entourait. Un froid qui flétrissait la surface des objets et se dilatait en boursouflures informes dont s'échappaient soupirs et claquements. Un froid qui s'insinuait par des plaies innombrables jusqu'au plus profond des choses, jusqu'au centre qui les faisait vivre. Il vit alors un désert de glace ponctué de rochers austères, sinistres, un vent violent balayait la plaine, cette plaine qui était devenue la réalité. Puis, il se solidifia dans l'épaisseur de la glace et la plupart des rochers disparurent. Les ténèbres s'accumulèrent à la périphérie de ce champ de vision, mais il n'en eut qu'un infime aperçu. Hélène Colomb a reçu le Grand Prix de l'imaginaire de la meilleure traduction en 1994 pour L'Homme de jeu de Ian Banks. Elle a également été lectrice à de nombreuses reprises pour le Centre national du livre qui se fie à son regard acéré.